Imaginez un empire millénaire, sûr de sa grandeur, qui en moins d'un siècle voit ses ports ouverts de force, ses richesses pillées et ses frontières démembrées. La Chine du XIXe siècle, autrefois l'empire du milieu, s'effondre sous les coups de l'Occident et du Japon. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une défaite militaire, c'est le récit d'un traumatisme national profond, un siècle des humiliations qui a forgé la Chine d'aujourd'hui. Comment cet empire, qui se considérait comme le centre du monde, a-t-il pu être encerclé et mis à genoux ? Accrochez-vous car nous plongeons au cœur d'une des périodes les plus sombres et les plus décisives de l'histoire chinoise. Dès les années 1840, la machine infernale se met en marche. La Grande-Bretagne, déterminée à rééquilibrer sa balance commerciale déficitaire, inonde le marché chinois d'opium. Quand l'empereur tente de stopper ce commerce dévastateur, la réponse est brutale, la première guerre de l'opium. Les navires de guerre britanniques, bien supérieurs technologiquement, bombardent les ports chinois. La défaite est totale. La Chine est contrainte de signer le traité de Nankin, le premier d'une longue série de traités inégaux. Elle doit céder l'île de Hong Kong aux Britanniques et ouvrir 5 de ses ports au commerce étranger. Ce n'est que le début. Les autres puissances occidentales, voyant la brèche ouverte, s'engouffrent. La France, puis d'autres, exigent des privilèges similaires. L'encerclement a commencé. Au nord et à l'ouest, un autre géant avance ses pions. Dans les années 1860, la Russie impériale profite des troubles internes en Chine, comme la révolte des Taiping, pour annexer d'immenses territoires. Tout le bassin du fleuve Amour, qui formait la frontière nord de la Mandchourie, passe sous contrôle russe. Des régions entières de l'Asie centrale, autrefois sous suzeraineté chinoise, sont également absorbées. Pendant ce temps, à l'est, une nouvelle puissance régionale émerge, le Japon. Modernisé à une vitesse fulgurante, le Japon commence à tester les faiblesses de son immense voisin. En 1879, il annexe les îles Ryukyu, un archipel qui payait tribut à la Chine depuis des siècles, et commence à avoir des vues sur Taïwan. La Chine, attaquée sur ses côtes, pressée au nord et menacée à l'est, est prise dans un étau. Chaque nouvelle confrontation, chaque défaite militaire est suivie d'une humiliation politique encore plus grande. Ces traités inégaux ne sont pas de simples accords de paix, ce sont des actes de soumission. Ils forcent la Chine à payer des indemnités de guerre colossales qui vident ses coffres. Ils l'obligent à céder des territoires stratégiques ou à les louer pour des périodes de 99 ans. Les étrangers obtiennent le droit de vivre dans des concessions où la loi chinoise ne s'applique pas, créant des enclaves de souveraineté étrangère en plein cœur de la Chine. En 1885, après la guerre franco-chinoise, la défaite oblige Pékin à renoncer à sa suzeraineté sur le Vietnam, qui devient une colonie française. La France obtient en plus le droit d'étendre son influence commerciale dans les provinces du sud de la Chine. L'empire se fissure de toutes parts, son autorité bafouée sur son propre sol. L'humiliation est aussi économique. Les puissances étrangères imposent des tarifs douaniers fixes et très bas, autour de 5%. Cette mesure, qui peut sembler technique, est en réalité une arme redoutable. Elle empêche le gouvernement chinois de protéger ses propres artisans et ses industries naissantes de la concurrence des produits manufacturés occidentaux. Le marché chinois est inondé de textiles britanniques, de kérosène américain et bien sûr d'opium. Les compagnies de navigation étrangères, comme celles qui opéraient sur le fleuve Yangtze, l'artère vitale du pays, dominent le transport fluvial et marginalisent les commerçants chinois. L'économie traditionnelle est étranglée, la richesse siphonnée et le pays devient dépendant des importations étrangères. La Chine n'est plus maîtresse de son propre destin économique. Face à cette série de désastres, quelques voix lucides au sein de l'élite chinoise appellent à une réaction. Des réformateurs comme Li Hongzhang lancent le New Mouvement pour l'auto-renforcement. L'idée est simple. Pour résister à l'Occident, il faut adopter ces technologies, moderniser l'armée, construire des arsenaux et des chantiers navals. Mais ces efforts se heurtent à un mur de conservatisme. La cour impériale Qing, dirigée par l'impératrice douairière Cixi, est minée par la corruption et la méfiance envers toute réforme profonde qui pourrait menacer l'ordre établi et les privilèges de la dynastie Mandchoue. Le résultat est une modernisation de façade, partielle et inefficace. La preuve la plus cruelle de cet échec arrive en 1894. Le Japon, que la Chine considérait comme un petit frère culturel, lui déclare la guerre pour le contrôle de la Corée. L'armée et la marine chinoise, malgré quelques équipements modernes, sont écrasées par les forces japonaises, mieux organisées, mieux entraînées et mieux commandées. La défaite est rapide, totale et profondément humiliante. Au début du XXe siècle, le tableau est tragique. La Chine n'est plus qu'un colosse aux pieds d'argile. Après sa défaite contre le Japon, les puissances occidentales se jettent sur les derniers morceaux du gâteau.
L'Allemagne prend un port dans le Shandong, la Russie s'installe à Port Arthur, la Grande-Bretagne étend son territoire près de Hong Kong. Le pays est découpé en sphères d'influence où chaque puissance étrangère dispose de droits économiques et ferroviaires exclusifs. La Chine n'est pas formellement colonisée comme l'Inde, mais sa souveraineté n'est plus qu'une fiction. Elle est démembrée, dominée économiquement et politiquement, incapable de suivre l'exemple du Japon qui a réussi son industrialisation. C'est le point culminant du siècle des humiliations. L'Empire du Milieu, autrefois si fier, a touché le fond. Cette période n'a pas seulement été une série de défaites militaires et de pertes territoriales. Elle a été un traumatisme psychologique profond qui a brisé la confiance et l'identité d'une civilisation entière. La perte de souveraineté, le sentiment d'impuissance face aux étrangers, l'humiliation constante, tout cela a laissé des cicatrices indélébiles dans la mémoire collective chinoise. Encore aujourd'hui, cette période est enseignée à tous les écoliers et reste une référence constante pour comprendre la politique étrangère de Pékin, sa méfiance envers l'Occident et sa quête acharnée pour retrouver sa place de grande puissance mondiale. Comprendre ce passé douloureux, c'est détenir une clé essentielle pour décrypter les ambitions et les actions de la Chine contemporaine. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur de l'histoire. À très bientôt sur Jadway.